Hello les lumières, bienvenue dans la suite de cette enquête intérieure incroyable sur l'entre-deux-vie. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur le moment où l'âme va choisir sa prochaine incarnation dans sa sphère d'accueil. Alors que se passe-t-il? Vous êtes curieux et curieuse, n'est-ce pas? Évidemment, cela nous concerne tous. Comme toujours, c'est une fenêtre d'ouverture possible que je vous propose ici. De ce fait, vous prendrez ce qui résonne avec vous. Véronique, alias Verity, votre accompagnatrice de bord, vous invite à prendre de nouveau le fameux tunnel de lumière ensemble. C'est parti! Alors déjà, j'ai demandé si on pouvait me montrer une sphère d'accueil des âmes. À quoi ça ressemble un petit peu? Alors je vous partage que je suis restée sur ma faim car j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment se projeter là-bas, sauf en mode EMI ou en rêve la nuit peut-être car l'âme fait ses petits voyages. Moi j'étais réveillée en mode méditation guidée, j'ai eu quelques images tout de même, mais je sais pas à quoi ça correspond. J'ai vu d'abord une espèce de forêt avec une lumière qui venait d'en haut, au milieu, et j'ai entendu le mot cristal. Et je me suis rapprochée donc de la lumière et j'ai vu un arbre tout lumineux, comme du cristal. Alors j'ai entendu « Nous t'acceptons dans ce lieu pour te permettre de rapporter à tes frères et sœurs humains ce qui sera nécessaire ». Ok, donc je vous partage, voilà. Donc il y aurait eu tout un collectif qui m'accueille, mais je sais pas du tout, j'ai vu personne, je sais pas. J'ai entendu le mot jardin, le mot lumière, la sphère tourne, et je sais pas du tout à quoi ça correspond, la sphère tourne, ok. Et enfin j'ai vu un champ d'arbres fleuris roses sur un ciel bleu comme des fleurs de cerisier, c'était très beau. Et j'ai entendu, ça correspond à ce que tu demandes. Bon, voilà tout ce que je peux vous transmettre, c'est pas beaucoup je sais, j'ai aucune idée d'où j'étais, ce serait comme une transcription d'une de ces sphères. Bon voilà, chère lumière. Alors, après cette petite mise en bouche, rentrons donc dans le vif du sujet avec notre âme qui veut s'incarner maintenant. Alors, première question basique, pour bien être au clair là-dessus, est-ce bien l'âme qui choisit de s'incarner? J'ai entendu un oui. Il n'y a pas d'obligation, elle a toujours le choix de venir ou pas, et c'est un choix conscient bien sûr, et ça a toujours été le cas. C'est un cadeau de la source divine Père Mère Créateur de donner le choix à l'âme de s'incarner où elle veut. J'ai noté qu'elle ne peut s'incarner tout de même que dans les sphères de planètes qui correspondent à sa vibration. Elle peut descendre plus bas en incarnation comme sur la Terre, mais elle ne peut pas aller plus haut que son degré de vibration, par exemple sur des planètes trop éthérées, si elle n'a pas la maturité nécessaire aussi. Ce qui peut paraître logique en fait. Très bien, passons à la question suivante. Alors dès que l'âme prend la décision de s'incarner sur Terre, comment ça se passe? Comment elle s'organise? Elle fait-elle une réunion de préparation avec son équipe de lumière? Alors c'est marrant car c'est comme si elle lançait un appel aux autres âmes dans sa sphère d'accueil où elle est pour savoir si ces dernières accepteraient de participer à son plan de vie. Donc il y a comme un recrutement d'âmes, comme un casting, mais c'est fait de façon fluide en toute amitié. Et c'est parti ensuite pour la réunion d'équipe avec les âmes du casting. En fait, elle réunirait toutes les personnes qu'elle va rencontrer dans sa future vie autour d'un brainstorming. Et cela va de sa famille terrestre aux personnes où il y a un simple échange. On ne prend pas en compte les passants dans la rue où il n'y a pas d'interaction par exemple. Elle demande aux âmes du casting si c'est ok pour elle de jouer le rôle qu'elle a prévu pour elle. C'est comme une espèce de partenariat ou de collaboration si vous voulez. Et j'entends que des fois, elles ne sont pas toujours d'accord pour ce qu'il y a à faire dans le scénario prévu. Certaines diront que ça serait peut-être bien de faire dans ce sens-là. En général, elles arrivent tout de même à se mettre d'accord, mais ça peut chatter assez longtemps pour certains paramètres. Et l'idée est que chacune en retire des expériences pour évoluer. C'est toujours dans ce sens-là que c'est fait. Donc la prépa d'une future incarnation, c'est une grosse réunion en amont qui peut prendre plusieurs phases. Ça ne se fait pas en une seule fois seulement parce que les âmes qui collaborent avec l'âme leader doivent se préparer aussi. Et quand ce sont des grandes missions sur Terre, là ça prend énormément de temps de préparation. Alors dans le plan de vie en préparation, c'est comme si on avait une simulation de qui va intervenir à quel moment sur Terre, par un point noté dans un cercle sous forme de cycle. À telle heure je rencontre telle personne ou telle personne va intervenir. Et tout est réglé comme ça. On pose des points sur le cycle de vie de la personne. Alors tout est posé au niveau des points clés forts
de notre vie, oui, apparemment. Après, pour les choses plus anodines, elles peuvent être comme des annotations. Ce que j'ai noté, c'est que dans les choix de tous les jours, il y a quand même une certaine liberté qui est laissée à l'être humain, tant que ça rentre dans les balises de l'âme qu'elle souhaite pour lui aussi. Parce que les choses du quotidien, en fait, qui n'ont pas une grande importance, comme d'aller aux toilettes par exemple, l'âme n'intervient pas, voyez-vous. Donc si l'être humain dévie de sa trajectoire prévue par l'âme, eh bien dans ce cas, il y a restructuration, ça veut dire qu'on lui envoie des petits messages pour changer certaines choses, des comportements, on lui envoie des éclairages, ça peut être des signes, et si ça n'est pas compris, ça peut prendre des formes un peu plus conséquentes, des choses plus lourdes comme des maladies, des problèmes dans le corps. On a tous eu ce genre d'expérience, n'est-ce pas ? Alors ensuite, est-ce que l'âme a son conseil de guide à côté d'elle pour l'accompagner dans les meilleurs choix d'incarnation ? Alors j'ai noté que oui, quand l'âme choisit d'aller s'incarner, en fait sa réunion, il y a ses guides à elle, mais il y a aussi les guides des âmes qu'elle réunit. Donc en fait, ça fait une grosse team et les guides partagent ce qui serait le mieux pour l'âme, bien entendu. Et ces guides, qui sont-ils ? Il y a un peu de tout apparemment, il peut y avoir des membres de la famille terrestre décédés, des doubles stellaires, des parties de nous dans des fréquences plus hautes qui écoutent, et aussi les fameux anges gardiens. En fait, on est entouré des guides dans notre vie qui correspondent le mieux à notre vibration. C'est toujours une histoire de vibration qui matche avec nous et aussi ceux qui sont les plus adaptés pour nous aider dans ce qu'on a à accomplir sur Terre. Alors comment ça se passe pour les relations de couple dans la future vie ? Alors dans la réunion de prépa, c'est programmé comme pour les autres âmes et c'est pareil avec les âmes sœurs. Le point rouge sur le cycle de vie comme un point clé quand ce sont des rencontres de couple. Alors comme les âmes savent très bien que sur Terre c'est particulier avec ce libre arbitre, on laisse en fait un laps de temps de réalisation si jamais il y avait du retard, comme une certaine fluidité du temps pour se rencontrer. Alors comment l'âme choisit les difficultés qu'elle va vivre sur Terre ? Alors c'est la même chose que quand elle programme toute sa vie en fait. Elle écrit en fait les moments où il va y avoir des expériences douloureuses avec les interactions avec les personnes. C'est déjà écrit et scénarisé et après appartient à l'être humain la façon dont il va le vivre et le ressentir. L'idée pour l'âme, c'est de ressentir l'expérience à travers l'être humain, mais d'une manière beaucoup plus fine au niveau de l'émotionnel. Ce n'est pas un émotionnel comme nous et c'est justement de voir comment l'être humain peut dépasser ça, comment il peut trouver des solutions justement à travers cette expérience. Alors quand elle programme sa vie, elle va penser à un certain nombre d'expériences qu'elle juge nécessaires pour ce qu'elle souhaite expérimenter. Donc si par exemple elle souhaite expérimenter l'amour sous différentes formes, eh bien elle va créer des expériences où elle va devoir se dépasser pour arriver à ressentir cela. Donc pour se dépasser, vous l'aurez compris, ça veut dire vivre des situations où elle va vivre peut-être des échecs en amour par exemple. Mais il va falloir qu'au niveau de l'être humain, il comprenne qu'à travers ces échecs, il y a autre chose derrière. Les difficultés seraient un apprentissage dans la matière de densité basse pour avancer sur son chemin. Elles peuvent augmenter en intensité si l'être humain n'a pas compris et que ça se renouvelle encore et encore. Et dans la dimension où on est actuellement, qui a été depuis un certain temps, il a toujours fallu des difficultés pour que l'être humain progresse et l'âme en même temps aussi. Pour faire simple, s'il n'y avait pas de difficultés, il n'y aurait pas de prise de conscience. Les difficultés peuvent être plus ou moins douces, entre guillemets. Ça dépend de comment l'être humain choisit de les vivre, comment il les réceptionne. Et oui, en amont, elles sont prévues en ligne générale, mais pas en détail sur le cycle de vie. Elles sont prévues pour faire avancer l'âme et l'être humain en même temps de ce qu'il a à vivre. C'est une manière pour l'âme de voir comment elle peut gérer ce type de situation, comment elle peut s'y prendre, comment elle peut manager, comment elle peut trouver des solutions pour passer au niveau suivant. Alors est-ce que l'âme peut demander à d'autres âmes de jouer le rôle de bourreau pour elle, pour remplir ses objectifs de vie ? Oui, non, qu'en pensez-vous ? Alors j'ai eu un oui, quand il y a la réunion de prépa pour la future incarnation, il y a des âmes qui choisissent d'être dans le rôle des antagonistes pour une idée de progression en fonction du scénario. Donc ce serait dans ce but-là que c'est fait, ça pourrait se résumer à un jeu d'acteurs, donc l'idée c'est vraiment de voir sous toutes les formes certaines notions essentielles de vie comme la liberté, l'amour, la compassion, la souffrance, l'humilité, tout ce genre de choses. Et donc l'âme va décortiquer ces notions sous différents angles pour vraiment avoir fait le tour et être mature face à tous ces sujets-là et obtenir ensuite ces galons d'âme sage. C'est comme des rôles dans un jeu de cartes. La famille, les amis, les figurants, les antagonistes, c'est vraiment comme ça que ce serait défini.
Tout est rangé dans des cases bien comme il faut avec les âmes actrices qui interagissent au bon moment prévu dans le cycle de vie de la future incarnation. Donc si on a un patron qui nous barbe dans notre vie, eh bien son âme a choisi de jouer le rôle du patron barbant parce que ça fait partie du programme de l'âme de vivre cette expérience. Après c'est toujours l'histoire de comment l'être humain se positionne et va ressentir l'expérience. C'est l'émotion qui va être mise derrière, sombre, lumineuse ou neutre. Évidemment avec des petites variations à l'intérieur. C'est toujours dans le but de faire progresser les âmes. Même celles qui ont des rôles détestables progressent à travers cette expérience. Donc ces âmes ont choisi de jouer ce rôle pour avoir une expérience aussi. Toutes sont à leur place pour le cycle d'incarnation de la personne. Le but manifesté quand on s'incarne serait de ressentir qu'on est un être divin dans des conditions extrêmes de vie. Enfin ça c'est pour la Terre. Jusqu'au bout, jusqu'à la racine. C'est ça l'idée. Et donc de déployer l'énergie de lumière dans des conditions de vie plus basses en vibration et pouvoir trouver des moyens de se mouvoir avec son être divin. Et comment on peut, dans la matière 3D, changer l'énergie pour que justement les vibrations montent. C'est d'un côté se mouvoir, s'adapter en tant qu'être divin dans une dimension basse, et d'un autre côté, trouver des solutions pour remonter l'énergie et gagner ses échelons. C'est toujours la maîtrise dans la matière, et le challenge suprême, c'est de retrouver, à travers ce voile, notre essence divine, de se souvenir de qui on est pleinement. J'ai demandé aussi comment l'âme choisit la fin de vie, le moment et la façon dont la personne va partir. Alors les âmes choisiraient une mort principale pour l'être humain, c'est assez comique de cette manière dont c'est dit. Après, elles peuvent rajouter d'autres morts attachées au cas où, s'il y a un chemin biaisé, mais l'être humain part toujours à la date terrestre que l'âme a choisie. C'est jamais trop tôt ni trop tard, sauf cas exceptionnels comme les suicides. Ce n'est pas écrit en détail cette fin de vie, c'est dans la ligne générale, ça fait partie des points clés de vie. Alors quand les réunions sont finies, est-ce que l'âme part ensuite pour tout mettre en place ? En effet, quand tout a été décidé, chaque âme sait ce qu'elle a à faire ensuite et va prendre ses dispositions. L'âme part acquérir des connaissances qu'elle n'a pas encore pour son incarnation future. Dans sa sphère d'accueil, il y a tout ce qu'il faut de toute façon. Elle va s'instruire au max, elle va se préparer pour ça et également préparer le futur corps. Et oui, vous allez voir, c'est très intéressant aussi cette partie. Donc on peut se demander aussi combien de temps en conversion terrestre peut se passer entre la réunion de préparation et la lancée dans la matière dans le corps du bébé. Alors là, j'ai noté des centaines d'années, ça pourrait prendre dans les 800 ans environ max pour vous donner une petite idée. Vous savez le temps, bon là-bas, c'est difficile de donner une conversion terrestre, mais bon. En même temps, une prépa d'incarnation ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est compréhensible. Même si le temps chez nous appliqué a rien à voir avec les sphères d'accueil. Bon, très bien, passons à la prochaine question avec le choix du futur corps, des parents, du pays, ça se passe comment ? Alors au niveau des parents, c'est déjà un appel à candidature de lancer avec les âmes des futurs parents en amont pour savoir s'ils accepteraient de recevoir l'âme du futur bébé chez eux. Ensuite, on passe au choix du pays où l'âme pourra s'accomplir, être au mieux dans sa vibration qui lui correspond également. Il y a plusieurs pays qui peuvent correspondre à la vibration, mais elle est toujours dans le pays qui est le mieux pour elle, c'est jamais par hasard, bien entendu. C'est dans le pays qu'elle choisit en essence, où elle pourra réaliser le maximum de choses, là où elle s'incarne, qui est le plus approprié pour elle. Après, en fonction de ce qu'elle a à vivre et quand l'être humain évolue, elle peut changer de pays, car ce sera plus aligné avec elle à ce moment-là aussi. Concernant le choix des corps physiques, c'est vraiment comme dans un catalogue, elle imagine le corps qu'elle aimerait avoir comme un modèle de voiture. Oui, c'est un peu spécial. Donc elle jouerait à la poupée Barbie, c'est vraiment ça, les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux frisés, un corps gros, un corps maigre, un corps musclé, une femme, un homme. Et donc si elle s'incarne en homme, c'est parce qu'elle choisit d'être en homme pour ce qu'elle a à accomplir. Si elle veut être en femme, c'est parce qu'elle choisit d'être en femme pour ce qu'elle a à accomplir. Alors pendant cette réunion de choix de future incarnation pour l'âme, quand elle choisit ce qu'elle va vivre, qu'elle voit des images holographiques devant elle, comme dans un catalogue, donc comment se matérialisent ses choix. Alors oui, j'ai noté qu'elle créerait et ça se projetterait à l'extérieur. J'ai noté qu'il y aurait à leur disposition des espèces de systèmes technologiques comme une base de données pour les modèles de corps. Et là, par sa pensée, ce qu'elle veut créer, le catalogue va chercher ce qui correspond à ce qu'elle désire. Alors ce système technologique serait comme une sorte d'IA, si on veut, qui va lui chercher ce qu'elle désire comme corps en projection de conscience.
Donc cette IA va lui créer le modèle de corps qu'elle désire et cela lui montre aussi l'évolution à différentes phases du bébé à l'âge adulte, à la vieille personne. Elle a déjà aussi les potentiels de ce corps qu'elle va prendre, ce que ça va donner. Ah oui, c'est un peu dingue, hein. Je savais pas que le corps a été choisi comme dans un catalogue de commandes, mais bon, apparemment ça pourrait être comme ça. Alors il est question que l'âme choisit ses futurs parents. Est-ce que ce serait les deux ou un seul seulement? Comment ça se passe? J'ai noté les deux parce qu'il faut que ça matche au niveau vibratoire pour les âmes entre elles. Il ne peut pas y avoir quelque chose de laissé de côté dans cette préparation de vie. Donc au final, c'est une collaboration. Ce n'est pas bon, je te choisis, vous serez mes parents. Hein, non, il n'y a pas d'obligation. Hein. J'entends qu'il y a quand même des fois où des âmes de parents refusent d'accueillir ou ça se fait pas tout de suite aussi. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que ça va apporter pour cette âme de s'incarner chez ces parents-là et qu'est-ce que ça va apporter aux parents de recevoir l'âme de ce bébé. Donc il y a déjà une préparation avant que l'âme du bébé descende en incarnation et aussi avant que l'âme des parents eux-mêmes s'incarne. Ensuite, quand les parents sont incarnés, l'âme du bébé est en attente du bon moment. Des ajustements peuvent être faits également avec les âmes des parents la nuit, en éthérique, pour des fois réajuster, reparamétrer certaines choses. Alors on entend que ce serait l'âme du bébé qui souffle aux parents le prénom futur de l'enfant. Qu'en est-il? J'ai entendu un oui, parce que puisque c'est la vie du bébé qui est concernée, c'est lui qui choisit. En général, c'est la mère qui l'entend, parce qu'elle a cette connexion très profonde avec le futur bébé dans son ventre. Ça peut être aussi parfois le père, mais en général, c'est la mère qui est réceptive. Alors une autre question qu'on peut se poser, est-ce que l'âme s'incarne au moment de la fécondation ou à la naissance seulement? Alors j'ai eu la fécondation. C'est comme si, d'une certaine manière, quand il doit y avoir l'accouplement pour le futur bébé, l'âme du bébé serait déjà présente éthériquement et favoriserait énergétiquement ce moment pour que ça se passe et créer cette fécondation. Voilà qui est intéressant si on peut dire. Donc dès que le fœtus est créé, l'âme est là car c'est l'âme qui anime ce petit fœtus. J'entends d'ailleurs que dans ce moment-là, l'énergie d'âme du bébé fait comme une barrière protectrice pour la maman, comme une espèce de cocon. Alors voilà qui est intéressant pour les préparations autour de ce futur bébé, on y reviendra plus tard dans d'autres questions aussi. Donc quand une âme est prête à partir s'incarner, comment se passent les préparatifs? Est-ce qu'elle fait déjà des allers-retours dans le ventre de la maman pour sentir les vibrations? Alors oui, que ce soit une âme mature ou plus jeune, elle prendrait déjà la vibration dans le ventre de la maman pour sentir la vibration des lieux. Et généralement, l'énergie de l'âme tourne autour du ventre et rentre ensuite dans le ventre. Alors c'est pas que l'âme du bébé vient influencer la mère, mais elle vient dans l'énergie donner des impulsions pour la maman afin de l'aider à ce que ça se passe au mieux et que le bébé naisse ensuite dans les meilleures conditions. Même si l'âme sait très bien que sur Terre, les conditions d'accouchement, ça laisse encore à désirer dans la sphère occidentale particulièrement, mais au final, des fois, elles peuvent insuffler des idées ou des pensées parce qu'il y a ces connexions mère-bébé. D'ailleurs, j'ai noté que le canal de la mère à ce moment-là serait extrêmement sensible et ouvert parce qu'elle bénéficierait de l'énergie du bébé. C'est comme si l'âme de la maman ouvrait plus les ressentis, la connexion pour faciliter l'insertion de l'énergie du bébé dans son ventre. Et pour que ça se passe au mieux, on lui donne un ressenti plus affûté, qu'elle soit réceptive aux impulsions de l'énergie du bébé dans son corps. Eh bien, on voit que c'est complexe tout cela. Attendez, j'ai pas fini, j'ai encore d'autres infos à vous partager, chère lumière. Alors, quand l'âme va commencer à s'incarner, est-ce qu'elle passe dans un vortex, comme un tunnel de lumière, pour être projetée ensuite dans le corps du bébé? Alors j'ai l'impression qu'elle reprendrait, oui, le tunnel dans l'autre sens pour redescendre dans l'incarnation. Et elle passerait dans une espèce de vortex à travers différentes couches éthériques et elle se redensifierait un peu aussi pour s'acclimater à la vibration de la Terre. Son corps éthérique doit se remodeler pour repasser dans une densité et rentrer dans le ventre de la maman. Alors est-ce qu'on peut savoir combien de temps, le fameux timing, ça prendrait de se projeter dans le ventre de la maman? Est-ce que c'est instantané? Ça prend quelques minutes? Ça prend des heures? Alors j'ai entendu quelques minutes, ce serait quand même assez rapide en tout cas. Alors quelle est la sensation ressentie par l'âme quand elle passe à travers ces couches éthériques pour redescendre? Est-ce agréable, désagréable? Alors j'ai noté que ce serait pas forcément agréable, Ce serait plutôt bof en ressenti car il y a le poids de la matière à gérer. L'âme redescendrait à travers la corde d'argent du fœtus créé et après elle rentre dans le ventre de la maman. Donc dans la descente dans la matière, c'est pas terrible, comme je vous disais dans la partie 1 de mon enquête sur l'entre-deux-vies. Il y aurait un quart de l'âme qui rentrerait dans le corps et le reste est en manteau éthérique autour. L'âme serait obligée de se plier un peu
La fluidité du corps est un peu différente. Donc voilà ces questions autour du petit bébé. Continuons maintenant avec la famille terrestre que nous avons. Alors est-ce que nous pouvons déjà la connaître dans des vies antérieures? Alors dans notre famille terrestre, il y a certaines personnes, oui en effet, on les connaît déjà et d'autres non. En fait, ça dépend. Dans la famille terrestre, il y a des âmes qui se mettent ensemble pour un certain travail intérieur à réaliser ensemble, mais elles ne sont pas forcément liées ensemble de l'autre côté. C'est un contrat d'âme, on fait notre apprentissage pour cette vie et puis c'est tout. Elles sont libres, elles peuvent aller ailleurs après. Et il y a des membres de famille qui sont des âmes sœurs aussi et qui se connaissent depuis très longtemps et qui travaillent un peu comme des acteurs qui ont l'habitude de travailler sur les mêmes films ensemble. Ça dépend du programme de l'âme de chacune, ce qu'elles veulent. Des fois, il y a des séparations pour faire chacune des plans d'expérience. Ça dépend de ce qui est mis en place. Donc pour aller plus loin dans cette dernière question, est-ce que notre père ou notre mère pourrait être un frère ou une sœur dans une autre vie? Ah oui, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de restriction. Notre père, notre mère peuvent aussi être un mari, une épouse dans une ancienne vie. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué dans la structure de compréhension, c'est pas évident à entendre pour se positionner avec. Ils peuvent être toute personne dans une vie antérieure, il n'y a pas de limite. Alors une autre question, est-ce que la personne incarnée arrivera toujours à la fin de sa vie à ce que son âme a prévu pour elle malgré les difficultés? Normalement oui, il y a une certaine liberté qui est laissée à l'être humain, je dirais relative tout de même. Parfois tout n'est pas accompli parce qu'il y a beaucoup à gérer pour l'être humain. Donc c'est pas grave pour l'âme, ce sera fait d'une autre manière ensuite. Sauf cas exceptionnels comme les suicides ou des vies particulières d'être corrompues, l'âme arrive à la fin de sa vie avec une certaine satisfaction de ce qu'elle a produit. Généralement, il y a toujours la moitié du programme qui a pu être accompli, donc 50%, et les autres 50% restants peuvent être latents, manquants, mais bon, elle fait le maximum pour que l'être humain réalise ce qu'elle souhaite. Oui, parce qu'il peut y avoir des déviations qui retarderaient justement ce que l'âme avait choisi de mettre en place. Donc si l'être humain ne prend pas le bon chemin, eh bien il y a avertissement, gling gling gling. Donc forcément, ça prend plus de temps pour qu'il comprenne. Alors tant que l'âme n'a pas choisi de partir, la personne ne meurt pas, est-ce que c'est exact? Alors oui, c'est exactement ça, puisque c'est l'âme qui fait vivre le corps. Donc tant que l'âme ne part pas, le corps vit. Sauf cas exceptionnels, comme je vous disais, comme le suicide ou autre cas de fou, où il y aurait une trop grande souffrance ressentie au niveau de l'être humain, et l'âme dans ces cas dirait « on arrête », mais sinon, l'être humain part à la date prévue de son programme. Alors est-ce qu'une âme s'incarne pour son programme à elle, ou en général s'incarne avec un groupe d'âmes pour des missions spécifiques? Alors j'ai noté qu'actuellement, c'est les deux. Elle s'incarne, oui, pour son évolution, mais son évolution dépend aussi de l'évolution de l'humanité en général. Donc au final, maintenant, elle s'incarne en groupe d'âmes pour accomplir des choses spécifiques sur Terre présentement afin de faire avancer les choses. Et chaque groupe d'âmes regroupe à l'intérieur des millions et des millions d'âmes. J'ai noté qu'il n'y aurait pas énormément de groupes d'âmes différents sur Terre, j'ai noté comme 4-5, et c'est simplement qu'à l'intérieur de ces groupes d'âmes sur Terre, chacun est à son poste pour ce qu'il y a à accomplir. Le mot d'ordre, c'est l'évolution de la planète et de l'humanité. Alors, il y aurait des réunions d'âmes pratiquement tout le temps actuellement. Alors, soit ce serait le groupe d'âmes seul, soit c'est tous les groupes d'âmes ensemble quand ce sont des points clés de transition de la planète. Et ça, c'est en accord avec la conscience de la Terre-Mère et les hiérarchies de lumière de la planète qui font la réunion de grosses teams pour faire le point sur l'évolution de l'humanité, ce qui va être mis en place. Et donc, il y aurait des votes des âmes dans les groupes d'âmes et intergroupes d'âmes pour savoir ce qu'elles désirent vivre sur Terre par rapport aux points clés de l'évolution. Donc ça parle beaucoup, hein. Vous imaginez quand elles sont toutes réunies en milliards, les échanges télépathiques, doudoudoudoudoum. C'est-à-dire que quand vous vous endormez le soir, tranquillement dans votre petit lit, eh bien, vos âmes ont leur petit carton d'invitation et elles rejoignent la sphère de grosse team du moment. Et ça ne se fait pas en une seule nuit, bien entendu, puisque ce sont des décisions de la planète pour l'avenir. Donc c'est important et ça peut durer quelques temps quand même jusqu'à ce qu'elles se mettent toutes d'accord. Alors justement, il y aurait eu un accord dernièrement sur l'évolution de la planète qui a pris apparemment beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'était sur la façon de gérer l'ouverture de conscience. Elles n'étaient pas toutes d'accord sur comment on devait mettre en action les événements pour réveiller les gens. Alors il y en a qui étaient pour la manière plus forte et d'autres la manière plus douce pour qu'elles puissent gérer leur programme individuel aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une poussée parce que ces âmes demandent à vivre dans un monde
plus lumineux en incarnation sur Terre maintenant. Elles veulent pouvoir vivre dans une structure plus lumineuse tout en ayant le corps de ressenti de matière présent, et donc elles poussent. Je ne sais pas si c'est une majorité, mais il y a une partie des âmes qui poussent pour que le plan s'accélère parce qu'elles aussi, elles attendent au final. Alors j'ai entendu accélérer les choses, passer à la vitesse de « ouais, trop bien ». Alors intensifier les éveils et les réveils, mettre les choses en ordre, donc faciliter les échanges, créer des événements qui favorisent l'ouverture de cœur et rassembler les gens. Je rajouterai rassembler les gens dans les mêmes vibrations aussi. Bon, très bien. Oui, il est plus que temps d'accélérer les choses, n'est-ce pas? Question suivante, les lumières. Alors justement, à quoi ça sert pour une âme de s'incarner dans la matière sur la Terre, dans les conditions de vie complexes que nous connaissons? C'est toujours pour servir l'expérience. Ce serait le champ d'expérience dans un monde duel, ombre et lumière, immense en ressenti ici, en subtilité et en affinement. Donc ce serait pour cela qu'il y aurait beaucoup d'âmes qui continuent de s'incarner. Alors j'entends que des âmes n'ont pas toujours la notion de la complexité sur Terre au niveau du ressenti émotionnel. Elles apprennent justement ça, mais des fois elles ne peuvent pas tout prévoir à l'avance. Les conditions de vie sur Terre sont assez coriaces. Ce n'est pas qu'elles minimiseraient les conditions de vie extrêmes sur Terre, mais certaines ont tendance à penser que comme ce serait une vie courte sur Terre, en moyenne on va dire 85 ans, ça va le faire quand même, à travers l'être humain qui l'en bave dans les expériences qu'elle a mis en place pour lui, et ça lui demande en plus une conscientisation supplémentaire. Ok, donc on comprend que c'est pour l'expérience avec un point de vue particulier sur Terre, le niveau de ressenti de la matière avec des défis à la clé, par exemple, qui donnent envie aux âmes de venir. Alors dans ce cas, quand des âmes choisissent encore actuellement des vies difficiles sur Terre, quelles seraient alors les raisons, alors qu'elles ont déjà expérimenté de nombreuses fois déjà? Donc j'ai noté que ce seraient les dernières incarnations comme ça, dans ces conditions de vie extrêmes. Ce sont les dernières choses à régler d'anciennes vies, donc on met le paquet, parce que ça doit se résoudre dans cette vie apparemment. Oui, parce qu'on va passer à une nouvelle façon de s'incarner beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, et donc on peut pas traîner encore des dernières choses à résoudre. Donc cette vie est la vie du rééquilibrage intense à tous les niveaux, qui soit fait maintenant, que ce soit dans des conditions de vie de pauvres, de malades. Ce sont les dernières phases d'apprentissage de l'expérience dans ces conditions actuelles. Alors bonne nouvelle pour les âmes qui s'incarnent maintenant dans des corps d'enfants, il n'y aura plus de conditions de vie extrêmes programmées pour eux, ça se ferme, c'est terminé. Ouf, tant mieux, il était temps aussi. Alors j'approfondis les deux dernières questions. Est-ce que les âmes s'incarnent en général beaucoup plus sur Terre que dans l'univers du fait des conditions de vie particulières comme un challenge? Alors j'ai noté pas spécifiquement, simplement comme je vous disais, la Terre a quand même un champ d'apprentissage très large, une palette émotionnelle très large, ce qui fait qu'en effet, quand on s'incarne sur Terre, on est élevé un peu à la dure pour notre éducation d'âme dans la matière. Et il semblerait qu'on entend parler de la Terre dans l'univers parce qu'elle a une notoriété, oui, malgré le fait que ce soit complexe. Donc la Terre est demandée pour les apprentissages dans la matière à la dure et parce que avec ce voile, ça donne un angle de vue unique qui n'existe pas forcément dans l'univers. C'est pour ça que certaines âmes viennent tester une vie pour voir, d'autres qui sont endurantes veulent se parfaire dans la densité pour gagner la maîtrise de la matière. Ce serait aussi pour cela que les âmes reviennent s'incarner parce qu'elles veulent réussir, elles veulent maîtriser cette matière, les leçons de sagesse, d'ombre et de lumière. Il y a également une telle vie sur Terre luxuriante que ça attire beaucoup d'âmes. Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas de toute façon. Apparemment, on peut faire beaucoup de choses sur Terre, c'est ce que j'ai entendu malgré ce voile. Donc quand l'âme va aller s'incarner sur Terre, on peut se demander si son choix serait validé à la fin par une sorte de conseil de sage éthérique, par exemple, avant qu'elle se lance dans l'aventure. Est-ce que c'est exact, oui ou non? Alors en effet, avant de s'incarner sur Terre, l'âme a le libre arbitre, bien sûr, mais c'est comme si ça passait dans sa sphère d'accueil où elle est devant une espèce de conseil référent lumière parce qu'il faut que l'incarnation sur Terre qu'elle prévoit serve à quelque chose. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de validation, oui, au final, on demande à l'âme en quoi ce qu'elle propose dans sa nouvelle incarnation va pouvoir aider les plans de la Terre. On comprend que c'est en ordre dans les sphères des âmes et j'ai noté que par sphère d'accueil, il y aurait ce conseil référent pour accompagner l'âme et qui valide aussi ses choix d'incarnation.
Alors au niveau de l'univers, est-ce que le processus d'incarnation sur une planète se passe de la même manière que sur Terre ou bien est-ce complètement différent? Alors oui, ce serait à peu près le même processus, hein. Il n'y a pas de différence à part que dans l'univers, j'ai pas l'impression qu'il y aurait ce voile qui a été mis comme sur Terre. Alors on est les privilégiés, hein, les lumières. Hein. Sur chaque planète, il y aurait un système de degrés d'élévation d'âme avec des sphères d'accueil, c'est pareil. Simplement quand les âmes rejoignent les sphères d'accueil sur des planètes de haute fréquence dans l'univers, il n'y a pas de dimension basse, hein, ça n'existerait pas. Ça commencerait au niveau de ce qui est équivalent à la fréquence de la planète. Donc si c'est une planète de 5e dimension physique, je précise, les sphères d'accueil au-dessus commencent à la 5e dimension également. Il n'y a pas en dessous puisqu'il n'y a pas de déviance. Alors sur Terre, vous allez me dire, la planète Gaïa, elle a une autre conscience. Oui, mais elle a dû adapter sa dimension physique à la 3e dimension. Donc la base de la densité dans la matière en incarnation d'être humain. Et en plus, on lui a donné le jeu d'expérience ombre et lumière. Donc bon, bah c'est particulier, hein. Alors j'avais noté que sur Terre, on aurait un système de 12 dimensions, max, mais dans l'univers, ça monterait plus haut encore dans certains lieux. Je sais pas non plus pourquoi ce serait limité à 12 dimensions de ce côté-là sur Terre, j'ai pas creusé ce sujet. Alors maintenant, chère lumière, on va s'intéresser à un sujet plus délicat. Je veux parler des incarnations d'êtres corrompus sur la Terre. Et oui, ça pose bien question. Voici d'ailleurs cette petite icône que vous connaissez bien depuis plusieurs enquêtes. Alors les lumières, je vous invite à prendre tout ce que je vais vous partager ici avec beaucoup de recul, bien entendu. Donc j'ai posé 3 questions qu'on m'avait demandées sur ce sujet justement. D'abord la première de mise en lumière. Que deviennent les âmes qui ont œuvré du côté sombre pendant leurs incarnations, genre viol, cannibalisme, actes de barbarie et j'en passe. Alors j'ai noté qu'elles rejoindraient aussi leur sphère d'accueil qui correspond à leur vibration. Alors j'ai entendu que c'est pas parce que ces êtres humains ont fait des choses lourdes sur Terre que leurs âmes vont se retrouver dans des basses fréquences dans leur sphère d'accueil. Pourquoi, me direz-vous? Ça dépendrait des cas d'âme et du contexte. Ce qui a été mis en place dans le choix d'incarnation. Quand on part de l'autre côté du voile, on n'aurait pas la case les mauvaises âmes. Il n'y a pas ce jugement comme chez nous. Par contre, si les âmes vivent dans une fréquence basse, elles iront dans une fréquence basse d'accueil de leurs âmes. Ça, oui, c'est comme ça que ça se gérerait. Elles iront dans la sphère d'accueil qui correspond à leur niveau de compréhension. Bon, j'ai noté qu'une partie des âmes errantes sont des êtres humains qui auraient eu des vies corrompues, donc qui sont un peu perdus, voilà. Une autre question de mise en lumière était, est-ce réellement des âmes humaines qui ont ces vies corrompues ou ce sont des êtres exogènes? Alors j'ai remplacé le mot être exogène par, alors j'aime pas trop ce mot, mais pour taille organique, car j'ai l'impression que c'était plus adapté au ressenti, mais bon. Donc j'ai noté qu'il y aurait les deux. Il y a quand même un gros pourcentage d'âmes humaines, mais j'ai noté qu'il y a des êtres qui ont été rajoutés, qui ne viennent pas de la sphère des âmes. Ce sont des corps qui ont été rajoutés apparemment et qui viennent d'expérimentation. Et donc là, il n'y a pas d'énergie d'âme derrière, c'est une énergie qui n'est pas d'origine céleste. Et ces êtres ont été placés sur Terre pour créer seulement du chaos. Par qui? Eh bien, toujours ces mêmes groupes obscurs. Alors ce ne sont pas des êtres dans des corps d'enfants qui sont placés, ce sont déjà des corps adultes qui ont été assimilés dans la population et qui sont programmés pour être des psychopathes sans émotion. Alors il y aurait une énergie qui les fait les animer, mais je sais pas ce que c'est. Ils ressembleraient à des zombies, hein. C'est une énergie qui est détournée et qui permet d'animer les corps. Et ils seraient comme des enveloppes organiques qui sont animées par une énergie inversée comme de la magie noire et aussi une IA possible qui les guide. Et donc on aurait mis un certain pourcentage de ces êtres dans la population mondiale depuis des centaines d'années. Ok, très bien. Passons maintenant à la question d'Isabelle. Alors que se passe-t-il en cas de crime? Est-ce un départ programmable comme le suicide ou c'est une interruption de contrat et la personne peut-elle se réincarner rapidement pour terminer son contrat? Alors, quand un être humain fait un crime, il faut déjà savoir si ce scénario était prévu par l'âme de l'autre côté. Je sais que c'est pas évident d'avoir ce positionnement, mais alors quand il y a un crime qui est fait, ce n'est pas pour ça que l'âme va interrompre la vie de l'être humain. Non, parce qu'elle a prévu un temps sur Terre pour lui qu'elle incarne. Donc on comprend que les arrestations actuelles s'échelonnent dans le temps, n'est-ce pas, le fameux timing. Bientôt.
Donc j'ai noté qu'il peut y avoir une déviance de l'être humain dans son chemin aussi. Disons que l'âme peut envisager que l'être humain va dévier de sa trajectoire et qu'il va partir vers quelque chose de négatif. Et dans ce cas-là, elle va essayer de le réaiguiller comme elle peut. L'idée, c'est qu'elle souhaite toujours qu'il se remette sur le droit chemin. Donc si dans la vision de l'âme, il y a cette prédiction qu'il pourrait prendre le mauvais chemin, il y aurait une fenêtre d'ouverture qui est laissée pour le réaiguiller, le recalibrer si on veut. Allons à la base maintenant, les lumières. Alors quand une âme choisirait de vivre une vie corrompue, est-ce vraiment un parti pris de sa part ? Alors c'est comme si il y aurait aussi des appels à la candidature de lancés par les référents guides pour les âmes afin de savoir si certaines accepteraient d'endosser le mauvais rôle sur Terre, si on peut dire. L'idée, à travers ces choix de vie corrompue, serait de faire des prises de conscience au niveau de la population pour l'évolution. Vous me direz, mais en quoi des êtres corrompus peuvent participer à l'évolution de la planète avec leurs actions ? Eh bien, ce serait l'histoire de l'ombre qui sert la lumière. Oui, on reste perplexe, je comprends très bien votre ressenti, chère lumière. Alors, ce serait pas tout le temps qu'il y ait des appels d'âme pour ce type de vie, et heureusement, car c'est particulier, et en plus ça demande un temps de préparation immense pour l'âme. Alors c'est comme si l'âme avait une grosse mission à accomplir, mais du côté négatif cette fois-ci, donc comme pour une prépa de vie classique, l'âme va s'organiser avec d'autres âmes pour le dérouler de ce qu'elle souhaite, et quand je vous partageais plus haut que des êtres humains qui ont eu une vie corrompue ne se trouvent pas forcément dans des sphères de basse vibration, et bien justement, c'est qu'aussi l'âme qui accepte ce rôle n'y vient pas forcément de sphère basse. Et ça se complexifie encore, chère lumière. C'est pas du tout ce qu'on croit au final, c'est pas parce que sur Terre elle a un rôle de méchante que c'est une âme corrompue derrière. Après j'ai entendu qu'il y a des âmes qui sont un peu emmêlées les pinceaux dans le programme de ce qu'elles avaient prévu pour l'être humain dans une vie corrompue entre guillemets. C'est comme si l'être humain était allé trop loin. Évidemment quand on commence dans ce domaine ça peut partir en cacahuète, c'est sûr. Certaines ne réalisent pas l'ampleur de cette vie de méchant qu'elles mettraient en place. Des fois, c'est extrêmement complexe et lourd et ça dépasse les enjeux qu'elles pensaient. Alors même si ces âmes avaient envisagé les scénarios en amont, l'être humain a des fois été trop loin et donc ça crée des conséquences qui deviennent assez difficiles ensuite. Bon courage pour gérer ça, les âmes. Et là, il faut réajuster assez vite parce que le programme des âmes sur Terre, à travers les humains qu'elles incarnent, ce serait comme un immense maillage et chaque vie sont reliées les unes aux autres. Donc si un être humain dévie de sa trajectoire, c'est comme une pomme pourrie pour l'arbre, ça entraîne des déviations, ça peut entraîner des conséquences pour les vies des autres âmes, indirectement, subtilement, comme un effet papillon en fait. Et parce qu'on vient tous de la même source, donc on a tous ce lien énergétique. Donc, ok, pour résumer, il y aurait des appels de lancer pour des âmes qui acceptent de ce type de vie. On peut se demander pourquoi l'âme choisirait cela, qu'est-ce que ça lui apporterait au niveau de son élévation de conscience à elle. Alors ce serait toujours l'histoire de l'expérience de l'ombre et lumière, comme je vous disais dans la matière, décortiquer l'ombre comme un jeu et le ressenti que ça fait dans l'angle de vue adopté. Comme elle connaîtra l'ombre à fond, l'âme saura ce que c'est et elle pourra ensuite se tourner vers la lumière. C'est l'histoire des contraires en fait. Alors, chère lumière, j'ai noté que quand une âme choisit une vie corrompue, les êtres qu'elle fait souffrir feraient partie aussi du scénario. Même si ça paraît compliqué de notre point de vue intégré, ce serait un scénario de l'âme. Et donc, elles se seraient déjà mises d'accord entre elles aussi dans ce cas-là. Donc, l'âme réunirait son équipe d'acteurs qui vont jouer pour certains des rôles de méchants. À travers ces rôles de méchants, elles vont recevoir des apprentissages et s'enrichir en expérience. Comme je vous disais, c'est une maîtrise de l'ombre à acquérir, c'est un choix conscient et libre de l'âme. Pour des âmes qui ne sont pas dans des sphères d'accueil de plus basse vibration, quand elles choisissent ce rôle, c'est pas forcément ce qu'elles préfèrent, mais elles comprennent que pour les enjeux planétaires, il y a parfois besoin d'endosser des rôles de l'ombre pour faire surgir la lumière comme un équilibre à avoir. Alors j'ai demandé s'il y avait des âmes qui sont bien dans des sphères éthériques de basse vibration, et si oui, comment ça se passe pour elles, comment choisissent-elles de s'incarner? Alors j'ai eu un oui. Il y aurait en effet des âmes qui sont dans des sphères d'accueil de basse vibration. Ça fonctionnerait comme une sphère normale, sauf que c'est comme si les âmes sont dans des écoles de vie, de rééducation, pour leur faire comprendre pourquoi elles sont attirées par des vies où elles continueraient d'entretenir de basse vibration justement. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus cadré, un peu plus rigoureux dans ces sphères-là. On ne les laisse pas faire n'importe quoi. Alors, il y a aussi des référents dans ces sphères pour les aider. Et quand elles veulent s'incarner, c'est pareil, il y a une validation avant de descendre dans la matière. Oui, on leur fait comprendre que l'idée, c'est d'évoluer justement et pas de stagner dans la vibration où elles sont pendant je ne sais combien de temps. Donc, il faut que l'incarnation qu'elle choisira serve à quelque chose pour elle. Dans ces sphères, on peut trouver des âmes
pas très matures, qui se sentent comme dans des cours de récréation, mais j'ai noté qu'il y aurait aussi des âmes plus matures qui refusent de monter car la vibration basse, ça leur convient très bien. Donc ces âmes-là refuseraient d'évoluer, elles veulent continuer à faire le 400 coups et en général, elles sont très attirées par la matière comme un appel. Limite, c'est comme si dans leur sphère, elles s'ennuyaient. Alors pourtant, il y a tout ce qu'il faut, mais elles ont besoin de se sentir proches de la matière et donc dans les mondes éthériques, elles n'ont pas envie d'y passer trop de temps. Donc ce seraient des âmes qui ont envie de s'incarner très vite, mais c'est pareil, elles ne peuvent pas s'incarner n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Si elles choisissent encore des vies corrompues, il faut que ça serve le plan de lumière au final, les enjeux planétaires et l'évolution de l'humanité. Donc c'est pas une incarnation pour faire une incarnation de plus, mais c'est comme si on leur donne plus d'opportunités de s'incarner parce qu'elles ont besoin de faire leurs armes dans la matière, en fait. Qu'elles comprennent la matière, les enjeux d'ombre et de lumière. Alors, justement, j'ai demandé, ces incarnations très obscures sont acceptées dans le monde ésotérique. Alors, quelle en est la raison ? Parce que j'ai entendu que ça aurait sa place aussi pour faire avancer d'une certaine manière l'évolution des consciences dans le test de l'ombre. Le test de l'ombre. Voilà. Alors j'ai entendu qu'il n'y aurait pas de bien et de mal de ce côté-là. Il y a juste des sauts de conscience et des prises de conscience pour aller au niveau suivant. C'est toujours une histoire d'apprentissage et d'évolution, comme dans un jeu vidéo, vous me direz. Alors j'ai noté qu'actuellement tout ne passe pas. Il y a certaines choses qui ne peuvent plus se faire en incarnation, qui ne sont plus acceptées parce que ça ne cadre plus avec l'évolution de la planète. Je radote, mais il était temps. Je pense que vous serez d'accord, chère lumière. Alors une question pourcentage, pour donner une idée, quelle serait donc la proportion d'âmes qui choisiraient des vies corrompues sur Terre actuellement ? Alors j'ai noté vers les 20%. J'entends que le quota continue. Ah bon, il y a un quota ? Oui, je vais venir plus loin dans cette histoire de quota, chère lumière, et c'est un chiffre qui va de toute façon diminuer parce qu'on transite, donc les âmes qui choisissent une vie corrompue ne pourront plus le faire. Bientôt, il faudra qu'elles aillent ailleurs que sur Terre, et c'est dans les années qui viennent apparemment. Très bien, merci pour ce retour. Alors, est-ce que l'âme connaît les conséquences d'une vie corrompue sur Terre ? Bien sûr que oui, elle est bien consciente de ce que c'est. En général, elle ne peut pas tout prévoir, car il peut y avoir des dérapages aussi. Donc, quand elle a fini son incarnation et revient de l'autre côté, elle fait la balance de ce qu'elle a pu accomplir ou pas, c'est pareil. Et j'ai l'impression que quand il y a une vie corrompue, on insiste bien quand même sur les leçons de sagesse à retirer de l'expérience vécue. Qu'est-ce que ça a apporté à l'âme de vivre ça ? J'ai noté que quand l'âme fait une vie corrompue sur Terre, dans sa prochaine incarnation, c'est rare qu'elle recommence avec le même type d'incarnation de ce genre, comme si elle rééquilibrait avec une vie normale ensuite. Sauf pour les cas des âmes qui viennent de basse vibration, qui sont attirées par les vies corrompues. Alors justement, l'âme peut-elle rejoindre une vibration plus basse après décès que celle où elle était avant de descendre en incarnation à cause d'une vie corrompue ? Alors ça dépend des circonstances, c'est un peu biaisé. Oui, j'ai noté que ce serait possible. Alors c'est un peu dommage. Si l'âme a trop chargé la mule au niveau corrompu dans la vie qu'elle a incarnée, ça peut la faire descendre d'un échelon. Mais ce sont des cas rares tout de même, c'est quand il y a vraiment une déviance trop profonde. Alors, la notion de bien ou mal, comme je disais, il n'y a pas l'impression qu'il y a ça de l'autre côté. Simplement, ce sont des degrés de vibration différentes. C'est comme ça que l'âme se repère en fait. Les vibrations basses sont pensées comme des expériences de maturation. C'est pas comme chez nous où c'est attaché vraiment aux actions mauvaises ou c'est pas bien. C'est comme si j'allais dire c'est presque le trajet normal de passer par des basses vibrations pour ensuite monter en gradation. Il n'y a pas d'attachement à ce genre de notion. Ça ne veut pas dire que tout est permis, mais c'est simplement l'évolution normale pour une âme quand elle grandit, l'apprentissage de long et après on monte en vibration. Alors, il est question que l'âme garde les mémoires de souffrance de ses vies incarnées sur Terre. Dans ce cas, quand elle se retrouve dans sa sphère d'accueil, ces mémoires sont-elles aussi fortes en ressenti que quand elle était sur Terre ou cela est géré d'une autre manière ? Alors, j'ai noté qu'il y a un ressenti, mais qui est différent. Ça se traduirait par un degré d'intensité d'une couleur du plus sombre au plus clair. C'est quand même assez fort ressenti et l'âme doit digérer ça d'une certaine manière. Ça dépend aussi du degré de maturité de l'âme parce que quand ce sont des âmes dites plus jeunes, elles ne se chargent pas trop la mule dans les expériences de souffrance parce qu'elles ne savent pas le gérer. C'est comme si tout était analysé, pesé dans la balance. Elle ressent bien sûr l'âme, mais elle va le gérer autrement. C'est comme si c'était plus comme une information
Et plus les âmes montent en vibration, plus elles prennent cela pour une information. Après, les âmes qui n'ont pas fait beaucoup d'incarnations sur Terre, la gestion de la souffrance, c'est plus complexe à gérer en effet. Il y a des âmes qui comprennent pas la souffrance sur Terre. C'est quelque chose d'étranger pour elles, puisqu'elles viennent d'une vibration plus lumineuse, elles ne savent pas comment se positionner par rapport à cette notion-là. Et je note que généralement, les âmes viennent sur Terre pour comprendre ce que c'est que cette notion de souffrance, justement, et pour avoir la possibilité de trouver des solutions et dépasser cela. Alors pour les âmes dites errantes, alors oui là c'est compliqué à gérer. Je dirais que pour elles, oui elles ressentent le degré de souffrance parce qu'elles sont encore à un niveau intermédiaire, ni complètement éthérique, ni physique, et elles n'arrivent pas à se détacher de la matière. Donc pour elles vraiment, c'est pas qu'elles souffrent, mais c'est lourd quoi. Alors une autre question complexe, concernant des incarnations extrêmement corrompues au plus haut degré qui ont perpétué sur Terre depuis des centaines d'années, est-ce que le fait que des âmes ont continué de s'incarner dans ces groupes obscurs serait pour avoir justement un certain quota d'ombre sur Terre, afin, dans un plan plus large, d'éveiller l'humanité d'une certaine manière, même si elles font souffrir des gens? Ah, c'est pas évident comme question, chère lumière. Alors, j'ai entendu que ce serait les deux en même temps. C'est-à-dire que oui, en effet, les âmes qui s'incarneraient dans ces familles, n'est-ce pas, perpétueraient le côté, on dit, nécessaire sur la planète. Ah oui, mais oui, apparemment. D'ailleurs, il y a des âmes qui s'incarneraient spécifiquement dans ces familles, elles, pour essayer de changer les choses à l'intérieur, de les faire passer dans la lumière. Quel défi pour elles à accomplir, courage. Le problème, c'est que ces âmes courageuses, dans leurs bonnes intentions, certaines se perdraient dans ces familles-là parce que le degré d'ombre est tellement énorme que l'être humain se laisse happer. Et c'est vraiment l'expérience de Dark Vador avec Anakin Skywalker. C'est vraiment résister au côté obscur de la force. Et comme ces âmes missionnées dans ces familles-là, ça leur demanderait un positionnement extrêmement important pour ne pas complètement sombrer, même si elles sont dans une espèce de moule, ça fait tester aussi leur résistance. Si elles sont dedans, qu'elles partent du côté obscur complètement, c'est raté. Et j'ai noté qu'une fois sur deux, ça rate. Chaque fois, il y a des âmes qui ont voulu justement essayer de changer, de tester leur résistance, miette. Une fois sur deux, elles se sont pris le pied dans le tapis parce que les êtres humains se sont laissés emporter dans cette énergie particulière et ils ont trop de mal à s'en sortir ensuite. Alors oui, donc ces familles entretiendraient ce fameux quota, c'est pour ça que ça se perpétue, mais simplement, il y a une date de timing aussi. Elles ont eu une utilité, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, pour ce quota, mais ce dernier est terminé apparemment, puisque l'énergie est en train de changer sur la planète avec cette expérience dans la 3D que l'on connaît. Alors est-ce que le libre arbitre qui est donné à ces êtres-là est le même que ceux de la population en général? Parce qu'ils ont une mainmise sur beaucoup de choses, et ils font des choses que la population ne pourrait pas faire. Alors, ce libre arbitre serait le même, il n'y a pas d'exception. C'est simplement que, comme ils ont pris possession de la planète depuis belle lurette, eh bien, on a l'impression que leur libre arbitre serait plus important que le nôtre, parce que nous, ils nous ont mis directo sous couvercle. C'est pour ça qu'on a l'impression que pour eux, tout est permis, tout est infini, mais non, ils ont le même libre arbitre, ils n'ont pas plus, et heureusement, c'est déjà assez comme ça. J'entends que pour ces vies spécifiques, justement, de grands méchants, au niveau de l'âme, ce n'est pas qu'elles doivent rendre des comptes, mais il y aurait quand même quelque chose de ce style, parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Oui, ce sont des vies très complexes au final. Alors, est-ce que ces familles de consortiums corrompus seraient des restes de l'énergie noire atlante? Moi, j'ai noté oui. Ce serait la même énergie qui a traversé le temps et qui n'a pas été guérie au temps d'Atlantide justement, et donc ça a continué à perdurer jusqu'à notre époque moderne. Ça a pris un certain temps pour que ça se guérisse, et ça se guérit de quelle manière? Eh bien, c'est par des âmes qui s'incarnent depuis afin de faire l'équilibre de lumière, mais aussi ça s'équilibre avec le plan de l'Alliance et les arrestations en cours. Donc maintenant, c'est le passage à la caisse avec les arrestations de ces familles, de ces groupes obscurs, et on ferme l'épisode de la chute de l'Atlantide et de ces énergies noires qui ont mis en péril beaucoup de civilisations à l'époque. J'ai noté que ces familles ont donc perpétué ce schéma pendant tout ce temps parce que ce sont des restes de cette énergie qui n'avait pas été libérée et transmutée. Et je rajoute que ces familles n'existaient pas il y a 4000 ans, mais elles ont perduré à travers des personnages qui ont fait des actions négatives. Alors, est-ce qu'il est déjà arrivé sur Terre ou ailleurs dans l'univers que des âmes soient tellement noires et corrompues qu'on ne puisse plus rien faire pour elles? Alors, j'ai entendu un oui.
Il y a des cas extrêmes où c'est vraiment irrécupérable apparemment. C'est vraiment des âmes de très 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 basse vibration qui veulent pas monter, qui se complaisent dans la souffrance sur les autres parce que c'est comme ça qu'elles se sentent puissantes. Et les pauvres guides, ils peuvent rien faire, hein. Et d'ailleurs je crois qu'ils servent plus à rien à ce niveau-là. Alors pour ces cas uniques, qu'est-ce qui se passe pour elles ? J'ai noté qu'elles seraient renvoyées dans le tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Comme dans une espèce de chaudron de lumière et redissoutes carrément. Ça toucherait pas la présence divine je suis de ces âmes, c'est simplement l'âme qui est partie. Oui, c'est la méthode radicale à ce niveau-là en effet. Alors j'ai noté aussi qu'il y aurait des âmes qui auraient été retirées de la terre car c'était pas possible. Elles faisaient des actions de folie et que ça dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer de monstrueux. Alors il se peut que ces âmes retirées de la terre soient pas forcément dissoutes et qu'on leur donne un dernier avertissement, la dernière chance si on peut dire. Donc quand ça va trop loin, le programme de l'être humain s'arrête et l'âme est retirée de la terre. Parce qu'il y a quand même un cadre, hein. Heureusement, hein, on peut pas faire tout et n'importe quoi tout le temps. Hein. Et je vous partage que pour moi, ça a de toute façon été trop loin, mais bon, ça ce n'est que mon humble avis bien entendu. Alors j'ai eu un chiffre. J'ai noté une 20aine d'âmes retirées de la terre et dissoutes dans les milliers et milliers d'années qu'on a eues. Ça fait pas beaucoup quand même au final sur l'échelle de temps. Alors quand on retire ces âmes-là, ça ferait quand même un changement vibratoire car elles porteraient une telle énergie lourde que limite ça allège l'énergie de tout le monde quoi. Et dans l'univers, alors là, j'ai eu un chiffre qui me semble tellement dérisoire, je vous le partage mais ça me paraît bizarre. J'ai entendu seulement 130 âmes retirées. Au vu de l'échelle des incarnations de l'univers, ça représenterait genre 0,01%. Je sais pas ce que vous en pensez, chère lumière. Ça me paraît tellement peu que bon, je sais pas, hein, à mettre en grande pincette, bien entendu. Alors j'ai posé une autre question. Est-ce qu'il existerait une espèce de système de jugement bienveillant, si on peut dire ça, au niveau céleste, pour les âmes très noires, au vu de leur action très grave quand elles s'incarnent sur Terre ou ailleurs dans l'univers? Dans ces cas spécifiques, elles passeraient en effet devant une sorte de conseil de guide référent pour voir où elles en sont dans leur évolution et pour leur donner une autre chance d'évoluer. On leur donne cette dernière chance de faire amende honorable, sinon elles sont dissoutes. Hein, voilà. J'ai posé plusieurs questions concernant les âmes qui ont des vies sur Terre très difficiles, qui souffrent vraiment. Donc voici ce que j'ai eu en retour, chère lumière. Alors par exemple, voilà, qu'en est-il de ces vies très lourdes de personnes maltraitées? Est-ce un choix prévu par l'âme? C'est un peu délirant de dire ça. Et si oui, pourquoi? Car la souffrance est très dure à vivre pour l'humain incarné. Alors, chère lumière, j'ai entendu que ce serait un oui. C'est un choix d'âme aussi, hein, même si je comprends que ce soit extrêmement compliqué à entendre. C'est un oui, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que ces âmes accepteraient d'endosser ce rôle où l'être humain sera maltraité pour faire avancer les personnes autour de lui, pour faire avancer aussi les consciences au niveau plus général, parce que ça peut toucher justement les consciences. Ça peut faire avancer cette notion d'amour, de partage, voilà, dans ces vibrations-là. Autant pour les âmes qui choisissent des vies corrompues extrêmes, il y a aussi des appels à la candidature pour des âmes qui vont vivre des vies extrêmement dures, d'autres souffrances, ce serait aussi des appels lancés, notamment quand il y a des guerres avec un certain nombre de personnes qui meurent en même temps. Ce seraient des appels d'âmes de groupe qui ont choisi pour ça de faire avancer les consciences, même si de notre point de vue, on ne le comprend pas, on ne peut pas forcément l'accepter. Alors pourquoi ce parti pris comme un sacrifice? À quoi ça servirait? J'ai encore cette notion que ça servirait à faire évoluer les consciences dans une planète d'incarnation d'ombre et de lumière, dans des conditions de vie spécifiques. C'est pour ça qu'il y aurait ces deux cas de figure qui sont mis en place, les fameux rôles de méchants et les rôles d'humains qui souffrent beaucoup. Alors ce serait pas l'idée de l'âme d'aller choisir une vie de corrompue ou une vie de sacrifice entre guillemets, mais c'est simplement dans l'option d'ombre et de lumière, d'incarnation dans ces conditions de vie-là avec un voile, pour l'expérimentation et pour finir les dernières libérations, on met le paquet toujours. Et aussi, c'est toujours l'histoire que les êtres humains disent stop, non, ça suffit. Et pour qu'ils disent stop, ça suffit, il faut leur faire voir pour qu'ils aient comme un choc, un réveil, une prise de conscience. Leur montrer qu'il y a des conditions de vie qui ne sont pas possibles sur la planète. Alors qu'en est-il des âmes qui sont dans des corps d'enfants et qui se retrouvent dans des tunnels déviants au niveau de l'âme, comment ça se passe ? Alors, c'est pareil, c'est d'une certaine manière prévu par l'âme. De toute façon, dans ces cas extrêmes, j'ai noté pour les enfants, l'âme a prévu soit un programme très court d'incarnation, soit un programme de rescousse.
pour l'enfant avec l'Alliance pour venir les aider. C'est très particulier, c'est des appels à la candidature de l'âme pour ces enfants qui vivent ça. Ce sont des âmes matures qui acceptent parce que sinon ce ne serait pas possible. C'est vraiment comme ça que c'est fait apparemment. Donc l'enfant, soit il est sauvé, soit il décède, mais très rapidement. Il ne reste pas, sauf cas extrêmement rares où ça prend des années et des années, mais sinon l'âme prévoit un temps très court d'incarnation parce que c'est extrêmement dur, c'est insupportable à vivre. J'entends aussi que parfois il y a eu interférence, alors j'ai dit mais ça veut dire quoi parce qu'il y a eu des groupes prédateurs, des civilisations extérieures qui s'en sont mêlés, ce qui fait que ça aurait un peu perturbé ce qui était prévu par l'âme, retardé les sauvetages aussi. J'ai noté aussi que quand c'est trop et c'est insupportable, l'âme arrête carrément la vie de l'être humain, de l'enfant. Elle ne va pas du tout jusqu'au bout de ce qu'elle avait prévu en timing. Elle choisit en conscience de couper la corde d'argent. Elle sort du corps de l'enfant directement ou de la femme, c'est terminé. On peut se poser la question tout de même si ça sert à éveiller les consciences que des âmes se portent volontaires pour vivre tout ce degré de souffrance au final. Et oui, parce que le problème, c'est que la plupart des êtres humains ne sont pas du tout au courant que ça a été fait de manière cachée depuis longtemps, évidemment. Donc, résultat des comptes, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusque-là ? Je vous pose la question, chère lumière. Alors on pourrait se dire qu'avec certains dossiers qui sont mis en lumière maintenant, ça va servir à quelque chose, mais malgré tout, c'est quand même très 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 long en attendant que tout ça soit révélé. Donc bon. Refermons donc ce chapitre pas évident du tout, j'en conviens, qui pose question, et passons maintenant à la notion de libre arbitre. Ça va encore un super thème, n'est-ce pas ? Alors déjà, que pouvons-nous dire sur le libre arbitre des âmes ? Comment ça s'applique sur Terre ? J'ai entendu que c'est complexe. Ah oui ? Ce n'est pas comme une ligne droite d'autoroute, il y a différents degrés d'application du libre arbitre sur Terre et j'ai noté que pour le moment, il est encore restreint pour nous. Ah bon ? Vous croyez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, chère lumière, que c'est la fête au village ? Ben non, au final, j'ai noté que notre libre arbitre ne serait pas total parce que sinon ce serait la foire fouille en 3D, ça l'est déjà, mais bon. Donc il y aurait comme un cadrage qui est fait au niveau de l'âme. Et puis, s'il était total pour les êtres humains, il ne réaliserait pas le programme de l'âme forcément. Donc tant que nous sommes dans ces conditions de vie et que l'éveil n'est pas encore répandu partout, il est restreint. Et j'ai noté que depuis qu'il y a le voile, le libre arbitre serait justement restreint. Ce libre arbitre a été donné par le Père-Mère créateur à l'origine, mais quand on s'incarne sur Terre, il est autogéré par les âmes. Donc c'est un libre arbitre approximatif. C'est comme si on avait un demi-libre arbitre. On a le libre arbitre que pour des choses qui n'ont pas de conséquences, qui sont dans le quotidien simplement, je dirais. Alors, quelle est la marge de manœuvre pour la personne incarnée et quelle est la marge de manœuvre pour l'âme ? Alors, l'âme a le libre arbitre, oui. L'être humain aussi, mais sa marge de manœuvre est beaucoup plus réduite. En fait, vous choisiriez simplement pas grand-chose au final, j'ai l'impression. On vous laisse gérer votre quotidien, oui, tant qu'il n'y a pas d'incidence sur les balises spécifiques mises en place par l'âme. En fait, tant qu'il n'y a pas la conscience de qui on est, cette marge de manœuvre est réduite pour ne pas faire n'importe quoi. Malgré tout, il y a des déviances qui peuvent arriver, mais l'idée, c'est vraiment ça. Le libre arbitre total, ça revient avec la conscience de 5e dimension et les capacités divines. Mais c'est vrai que depuis que le voile est arrivé, on pourrait croire qu'on fait tout ce qu'on veut, mais pas du tout en fait. Non, il est plutôt restreint pour éviter les catastrophes. Et pour qu'on puisse se gérer déjà au quotidien dans des conditions de vie complexes, le libre arbitre s'accompagne d'une maturation de l'être humain, de l'âme. Donc le libre arbitre donné à l'humanité aurait évolué depuis, a dû être modifié en fonction d'actions lourdes de certains êtres humains incarnés par exemple. Alors j'ai noté que oui, il aurait changé. Avant, il était total. Dans les premiers temps de la Terre, quand nous étions en 5e dimension physique, oui, c'était top paradise. Il était total d'expression, de pensée, d'action. Et depuis qu'il y a eu des catastrophes sur Terre, notamment les engloutissements de continents comme la Lémurie et l'Atlantide, il a fallu réajuster ça parce que sinon c'était trop dangereux pour chacun d'entre nous. J'ai noté que certains êtres humains qui avaient encore des capacités développées à l'époque en fin de l'Atlantide pouvaient utiliser leurs capacités pour faire du mal aux autres. Et ça avait des conséquences directes. Donc voilà, donc il a fallu limiter la casse. Alors comme vous le comprenez, notre libre arbitre n'a pas été verrouillé, mais il a été limité. Comme je vous disais plus haut, on laisse donc l'être humain gérer les choses banales de son quotidien, à quelle heure il mange, à quelle heure il se brosse les dents, s'il va acheter une voiture, des choses qui n'ont pas d'incidence, qui sont des compléments pour son confort de vie. On lui laisse choisir comment il va se rendre à la balise suivante, comment il va ressentir son chemin. Si jamais il refuse un chemin qui est prévu par l'âme, comme vous le savez, il va y avoir des expériences pour le faire choisir et pour assumer les conséquences. Alors, est-ce que le libre arbitre est le même appliqué sur Terre et dans l'univers quand on s'incarne ?
Alors, il n'y aura pas de différence, hein, n'est-ce pas? Sauf que chez nous, il a dû être changé pour s'adapter à notre incarnation avec le voile. Donc, on pourrait dire que pour le moment, il peut être différent dans le sens où il est adapté à notre fréquence dimensionnelle sur la Terre, de ce qu'on peut faire. À l'origine, c'était le même donné dans l'univers et sur Terre, mais nous, il a dû être modifié pour être en accord avec ce qu'on pouvait faire dans notre dimension. Alors, comme vous le savez, il y a eu une intervention cachée de civilisations extérieures à la Terre qui ont fait des petits deals avec des gouvernements au XXe siècle et peut-être même encore avant, j'en sais rien. Donc je me suis demandé, mais pourquoi ces civilisations prédatrices extérieures ont pu interférer ainsi de façon indirecte dans l'évolution de l'humanité alors que ça rentrerait en ingérence avec le fameux libre arbitre donné à l'humanité? Eh bien, la réponse possible que j'ai eue, c'est que ça servirait de leçon. Même si les êtres humains ne sont pas encore au courant pour le moment pour une grande partie de l'humanité. Quand ce sera révélé, et donc ça va être révélé de toute façon à un moment ou à un autre, ça servira de leçon à l'humanité pour comprendre justement pourquoi ça a pu arriver. Alors, c'est parce qu'il y aurait eu attirance de ces civilisations extérieures de la Terre à cause de points d'énergie noire qui entraient en résonance avec. Alors c'est pas toute l'humanité, hein. Non, ce sont ces groupes obscurs comme d'habitude, hein, qui avaient un rayonnement d'énergie très sombre, suffisant pour attirer ces civilisations non alignées de l'espace. Et je pense que ces civilisations guettaient aussi le bon moment pour faire des pactes, hein, lorgner la Terre depuis belle lurette. Et malgré tout, je pense aussi que l'ignorance de l'humanité et les pensées du mental ont peut-être aussi renforcé la venue de ces êtres sans qu'on le sache en fait, voilà. On les a attirés par ce qu'on vibrait à travers l'humanité dans les milliers d'années avec ce voile. Alors ces civilisations savaient très bien comment jouer avec le libre arbitre de la Terre, hein, donc elles ont cherché un moyen d'avoir le consentement de groupes sur Terre pour s'introduire. Sinon apparemment elles ne pouvaient pas le faire aussi facilement. Alors ça ressemble en effet oui à une ingérence cachée, parce que leur intention n'était pas justement de servir le bien-être de l'humanité. Il y avait également, je dirais, des contrats d'âme entre ces groupes humains corrompus qui ont été contactés pour faire des deals et ces civilisations corrompues de l'espace. Et ça aurait été laissé faire jusqu'à un certain point pour que ça serve d'enseignement à l'humanité quand les gens auront accès à ces connaissances, pour témoigner comme des annales de l'histoire de l'humanité sur Terre, du pire de ce qui pouvait être faire. Et j'ai noté que la Terre servira dans le futur de témoignage dans le cosmos pour cela justement. Bon, ok. Passons maintenant, chère lumière, à ce fameux voile de l'oubli dont on parle également. Alors, déjà, j'ai posé la question, qu'est-ce que le voile de l'oubli sur Terre? Alors, j'ai noté plusieurs mots. Tout d'abord, c'est un filtre, un passage, des niveaux de conscience, de l'apprentissage, un chemin initiatique. J'ai aussi noté, c'est une barrière mentale. Alors ça fait comme une salve composée tout ça, hein. Donc ce serait un filtre énergétique qui a été posé dans l'humanité afin de lui faire vivre les choses en conscience d'une autre manière. J'entends que c'est pas négatif, c'est simplement d'avoir accepté de vivre autrement et de pouvoir ressentir son essence divine à travers ce filtre énergétique, malgré le fait qu'on ait oublié qu'elle existe en nous. J'ai noté aussi que c'est un lever de rideau qui se passe actuellement sur Terre, et oui, la fameuse apocalypse ou temps de révélation. Alors entrons dans le terrier du lapin avec Alice, si vous le voulez bien, chère Lumière, et on peut se demander depuis combien de temps à peu près ce voile aurait été mis en place. Alors la temporalité, comme vous le savez, hein, c'est toujours la même chose. J'ai noté que ça remonterait à des milliers et des milliers d'années. J'ai entendu qu'à partir du moment où la fréquence de la Terre au niveau physique est descendu, donc quand on a quitté la 5e dimension physique et qu'on s'est retrouvé dans la 4e dimension physique, c'est comme s'il y avait déjà eu un léger voile qui s'était installé parce qu'on a baissé en fréquence et jusqu'à arriver évidemment à la 3e dimension où là c'est la totale, comme vous savez, et on s'est tapé un voile complet. Ouais, c'est comme si on mettait le voile de la mariée devant le visage carrément, hein. Autre question à soulever, qui a décidé de mettre le voile de l'oubli sur Terre? Alors, de l'autre côté du voile, j'ai noté que ce serait un consentement entre les âmes de la Terre, la source divine et les hiérarchies de lumière de la Terre. Quand il y a eu les grands événements sur Terre d'engloutissement des continents de la Lémurie et de l'Atlantide, ça aurait été comme le point de basculement pour les âmes parce que ça a affecté toutes les âmes à ce moment-là, malgré le fait qu'elles soient dans les sphères éthériques. Il y aurait eu beaucoup de traumas à guérir. Mais déjà en amont, quand la fréquence de la Terre est passée en 4e dimension physique, qu'on pourrait comparer à un fameux âge d'argent, c'est comme si les âmes, on leur laissait expérimenter la matière à cette époque-là, et plus elles descendaient dans la matière, plus elles perdaient leur connexion d'âme en fait avec le divin.
Et donc pour en revenir à cette fin de l'Atlantide où c'était le délire, pour permettre aux êtres humains de continuer à vivre en ne pensant pas à ce qu'ils avaient fait dans leur vie antérieure, de ce qu'ils ont perdu de façon traumatique, en sachant que l'énergie était aussi très lourde sur Terre dans ces moments de cataclysme, eh bien il a fallu je dirais, fermer les canaux intérieurs de connexion des gens pour qu'ils puissent vivre une vie nouvelle. C'est comme si ces canaux étaient mis en sommeil ou fonctionnaient au minimum vital. On a donc donné un nouveau départ à l'humanité avec une nouvelle vie d'expérience, clairement, comme un reset pour les âmes nouvelles qui s'incarneraient sur Terre. Alors je me suis posé la question, combien de temps le voile de l'oubli aurait mis pour prendre effet complètement dans l'incarnation sur Terre? Alors chère lumière, j'ai noté que ça a été long et réalisé en plusieurs phases. La phase finale est venue au moment, comme je vous disais, de la fin de l'Atlantide. Donc si on dit que l'Atlantide aurait coulé vers les 10 500 ans, bon voilà, peu importe, eh bien ça aurait pris encore après 2-3 000 ans pour que le voile soit effectif complètement dans la matière. Ça a été une progression lente de ce voile mis en place, je dirais, sur des centaines et des centaines de milliers d'années, jusqu'à arriver au point final de fin d'Atlantide. Alors, comment ce voile se serait matérialisé concrètement sur Terre? J'ai noté qu'au fur et à mesure que les gens rentraient dans la matière, c'est comme si certaines personnes ne se connectaient plus intérieurement, qu'elles n'avaient plus trop envie de le faire. Donc, il y avait une séparation qui naissait, bien qu'elle soit illusoire. C'était plutôt l'attrait des sens, c'était ressenti tout de suite dans la matière, et les choses en conscience ont commencé à se perdre, comme les valeurs. Le cœur aussi a fini par être moins entendu. On a commencé à plutôt réfléchir avec le mental que de ressentir avec le cœur. Et donc ça a donné aussi un oubli des connaissances, de notre histoire de la planète qui est arrivée et qui en découle de toute façon. Alors il est question qu'à la fin de l'Atlantide, l'être humain possédait encore 12 brins d'ADN actifs. C'est mentionné dans les livres de Telos Doria Louis Jones également. Et donc, ces 12 brins d'ADN, ensuite, on en aurait désactivé encore 10, voilà, pour être à 2 seulement, qu'on a encore maintenant. Et je me suis demandé si la désactivation de ces 10 brins d'ADN aurait accéléré le processus du voile de l'oubli complet. Alors j'ai noté que oui, en effet, ces 10 brins d'ADN désactivés supplémentaires, ça aurait mis les choses en ordre tout de suite. Mais j'entends que ça s'est pas fait d'un seul coup. Voilà, c'est pas parce qu'on a désactivé les 10 brins d'ADN que hop, le jour au lendemain, ça y est, je me souviens plus rien. Non, il y a eu une progression vers ce voile complet au fur et à mesure encore. Il y aurait donc eu une intervention extérieure pour accélérer le voile de l'oubli et sa mise en place par justement cette désactivation de ces 10 brins d'ADN. Pour que ce voile de l'oubli soit actif dans la matière, il aura fallu encore attendre des milliers et des milliers d'années. Donc là, il a été décidé de mettre un arrêt pour limiter la casse au niveau des traumas, certains êtres humains qui faisaient des choses de n'importe quoi encore sur la planète. Donc on a fermé les canaux intérieurement, temporairement. Bon, alors qui aurait réalisé la désactivation de ces brins d'ADN? Est-ce en accord avec les âmes et la source? Alors là, j'ai noté que ce serait comme un contrat passé entre l'ombre et la lumière, sur les plans éthériques, comme un arrangement. Les civilisations prédatrices extérieures qui sont arrivées, ou qui étaient peut-être déjà depuis belle lurette de toute façon, j'entends que c'était les civilisations reptiliennes et les fameuses Anunnaki, qu'on entend parler aussi. Ce sont ces deux entités-là responsables principalement de cette intervention sur les 10 brins d'ADN. Ils auraient donc modulé le code génétique de l'être humain, ils auraient donc endormi les parties connectées de l'être humain restantes, mais voilà, c'est tout ce qu'ils ont eu le droit de faire à ce niveau-là. Et j'ai noté que l'ombre n'a pas pu faire tout ce qu'elle voulait, sinon je ne sais pas ce que ça aurait donné au final maintenant. Alors évidemment, en désactivant nos 10 brins d'ADN, c'est comme si au niveau de l'être humain, ça avait changé le corps aussi. Déjà au niveau de la taille, on aurait diminué en hauteur, parce que je crois que dans le livre de Théos, ils expliquaient qu'en fin de Lémurie, avant que ça coule, ils étaient encore à 2 mètres 10 ou 20. Donc maintenant, on a quand même des gens qui font 2m10 ou 2m20, mais c'est des cas extrêmement rares dans le monde, n'est-ce pas? La plupart, on fait 1m90 au mieux, bon. Et j'ai noté aussi que c'est comme si les organes de notre corps fonctionnaient au ralenti. Tous les organes de notre corps. En gros, ça a mis l'être humain dans des conditions de base de survie avec nos petits 2 brins d'ADN restants. Et ça a également rendu le corps plus lourd, plus dense. C'est la patate qu'on reçoit, quoi. Alors, pourquoi ce système de voile de l'oubli a perduré aussi longtemps sur Terre? En fait, les âmes savaient très bien qu'en ayant ce voile de l'oubli total, c'était comme un test aussi, clairement. Il y allait avoir quand même des pertes, des déséquilibres mis en place d'une autre manière, mais
C'est comme si le jeu en valait la chandelle au final pour la maîtrise et l'expérience dans la matière. Car comme vous le savez, au bout du compte, c'est la lumière qui est toujours gagnante et les âmes aussi dans l'expérience à la dure. Donc en sachant pertinemment qu'au final elles acquéreraient une maturité précieuse et qu'elles seraient donc gagnantes, elles ont accepté les conditions jusqu'à présent de ce voile de l'oubli. Ça a duré évidemment très longtemps parce que se souvenir de qui on est, c'est extrêmement compliqué comme vous le savez et j'ai l'impression que c'est dans cette vie-ci qu'on est un max de gens à commencer à se souvenir de qui on est alors qu'avant, voilà. Hein. Le voile aurait pu être raccourci, j'ai entendu, mais les âmes voulaient se donner plus de temps. Quand elles ont fait leur compte, elles se sont rendues compte que c'était pas suffisant en maturation dans la 3D, parce qu'elles ne s'incarnent pas tout le temps sur Terre. Elles s'incarnent de temps en temps, sauf pour certaines âmes qui ont envie de s'incarner beaucoup, pour multiplier les expériences de leçons de sagesse, évidemment. Alors c'était donc une demande des âmes d'aller au bout de l'expérience, en sachant très bien qu'elles savaient qu'il y avait un temps défini pour cela aussi. Donc c'était le temps qui leur était donné, qui avait été, j'entends, évalué par le Dieu Père Mère Créateur pour leur laisser faire leurs expérimentations. En fait, c'est la source divine qui décide de ce temps imparti, en ayant entendu les intentions des âmes sur Terre, de ce qu'elles voulaient expérimenter. Et c'est pour ça qu'elle a donné ce temps qui a été rallongé pour finir l'expérience. Alors je ne sais pas de combien de temps ça a été rallongé, j'ai quand même eu une notion de 2000 ans supplémentaires, c'était quand même énorme sur Terre, vous me direz 2000 ans, hein. Et j'entends qu'on a laissé aussi les êtres humains patauger pour voir comment on allait se débrouiller. Donc les âmes ont fait aussi leur petite mixture en laboratoire avec nous. Hein. Et là, on arrive à ces temps de fin de levée de voile prévus avec fin de l'expérimentation comme on connaît. C'est justement pour ça que ça attire énormément d'âmes en incarnation sur Terre. Alors, j'ai quand même posé une question basique, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Depuis que le voile complet est présent sur Terre, est-ce que cela a servi à faire bien évoluer les consciences de l'humanité? Alors, j'ai noté un oui, hein, et heureusement, car comme l'évolution est devenue beaucoup plus lente, hein, il faut bien qu'au bout du compte, il y ait des bénéfices, hein, c'est ça le but, l'évolution. Et alors, comme je vous disais, ça a permis à l'être humain d'apprendre à la dure, de retenir ses leçons, même s'il n'a pas encore connecté complètement qui il est. C'est un apprentissage à la dure pour aller au bout de l'expérience, maîtriser ses leçons de sagesse, ombre et lumière, vraiment. Et je dirais aussi ne plus revenir dessus ensuite, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps de laisser pour cette expérimentation à la dure, et ce temps se termine parce que l'être humain a compris maintenant, même s'il n'est pas connecté encore pour tous, qu'il n'a pas connaissance de ce voile pour le moment, ça va venir, et de plus, l'expérimentation à la dure, tout le monde connaît sur Terre, il n'y a pas une âme qui ne connaît pas dans ce temps long d'apprentissage, et donc aucun être humain ne veut revivre des conditions de vie à la dure. Plus personne n'en veut et c'est pour ça que ça se termine. Alors est-ce que le voile de l'oubli est un processus qui est proposé à l'âme ou bien qui s'applique de manière automatique de toute façon quand elle veut s'incarner? Alors j'ai noté un oui. J'ai l'impression que l'âme demande des levées de voile fugaces pour élever la conscience humaine, mais le processus est toujours le même pour le moment. C'est comme si actuellement la plupart des âmes auraient demandé encore ce voile de l'oubli pour ce qu'elles ont à résoudre sur Terre en dernière guérison. Comme c'est déjà compliqué une vie humaine à mener pour ne pas qu'il y ait des choses qui viennent perturber un lever de voile trop rapidement. On pourrait dire qu'il s'applique automatiquement, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même les âmes qui continuent de dire « oui, j'applique le voile pour ce qu'elles ont à vivre ». Quand elles choisissent une future incarnation, elles mettent ce voile par précaution parce que pour le moment, c'est toujours nécessaire afin que l'être humain ne soit pas perturbé par des connexions intérieures qui seraient trop violentes à gérer. Il faut que l'être humain s'y habitue à se lever de voile progressif. Alors, est-ce qu'elles choisissent d'avoir le voile, oui ou non? Oui, apparemment, ce serait elles qui choisiraient. Alors, c'est dans l'agenda cosmique de la Terre d'avoir ces levées de voile individuelles que choisissent les âmes. C'est pas tout le monde sur Terre parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le gérer pour le moment. Ça vient toujours au bon moment quand la personne est en capacité d'ouverture et pour le comprendre. Et c'est aussi parce qu'il faut des éclaireurs, des gens qui montent le chemin, qui puissent partager leur expérience, leur ressenti, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils peuvent témoigner. Alors, je suis revenue sur l'histoire du voile de l'oubli appliqué que sur Terre où ça existerait peut-être d'une autre manière dans l'univers. Et je vous avais dit que j'avais pas cette impression-là. Alors apparemment sur certaines planètes dans l'univers où il y aurait des problèmes, des traumas, il peut y avoir quelque chose comme un semblant de voile léger, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur Terre. Nous, c'est un voile unique qu'on a, hein. Ça n'existe pas ailleurs dans cette forme-là dans l'univers, avec ces conditions. D'ailleurs, ça attire beaucoup de civilisations de l'espace qui veulent voir le cas de la Terre comme une école. Comment font les êtres humains pour s'en sortir avec le voile de l'oubli et se souvenir de qui ils sont? On est vraiment un cas d'étude pour les autres civilisations dans ce cas-là, hein.
Alors j'ai demandé aussi si l'âme qui vient de rentrer dans le corps du bébé en tant que fœtus, elle garde encore sa mémoire sans avoir le voile de l'oubli, ou bien dès qu'elle rentre dans le ventre de la maman, le voile de l'oubli s'applique automatiquement. Alors j'ai entendu que le voile ne s'installe pas encore. Le bébé garde sa mémoire de qui il est, et le voile s'installe progressivement au fil des années, sauf pour certains enfants qui ont la connexion qui continue de tourner consciemment, si on peut dire. Alors, nous sommes actuellement en train de transiter vers ce passage du nouveau monde. Donc, comment va s'appliquer ce voile de l'oubli dans les années à venir? Est-ce qu'on va avoir bientôt un demi-voile ou un tiers de voile en incarnation? Alors, j'ai entendu demi-voile. Ça sera plus léger, ce sera pas comme maintenant, ce sera différent. Et j'entends que les bébés qui s'incarnent maintenant, ils ont déjà le demi-voile. Après, ça dépend de l'âge, en fait. Il y a certains enfants aujourd'hui qui ont déjà un demi-voile, d'autres encore le voile entier. Ça aurait commencé depuis quelques années. Les demi-voiles, j'ai entendu depuis 2020. Et l'idée, c'est la disparition totale du voile, bien entendu. Au final, il se lève petit à petit. Il est prévu aussi un tiers de voile dans les années qui viennent, pour une grande partie de l'humanité. Donc ça, c'est top. Alors, pour les gens qui sont déjà incarnés adultes ou des personnes âgées actuellement, c'est à la personne que l'éveil se fait. C'est ajusté, en fait. Ça dépend de l'évolution du chemin. En tout cas, c'est bien que les bébés qui naissent ont déjà un demi-voile. C'est une avancée extraordinaire. Donc, dans cette lancée, on comprend que le voile de l'oubli est voué à disparaître. Ben oui, au final. Et oui, bien sûr, ça a eu son temps d'expérimentation et ça se termine, tout ça. Ça n'a plus d'être puisque l'humanité retrouve sa conscience. C'est aussi simple que ça. C'est voué à disparaître, oui, j'entends le temps de la transition vers l'âge d'or. Ah, d'accord, ok. Très bien, merci pour ces réponses. Et on va finir, chère lumière, avec cette notion de réincarnation. Alors, qu'en est-il de ce processus de réincarnation sur Terre? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques qui ont été créées pour la Terre depuis l'arrivée de ce voile? Oui, non. Donc, ben oui, comme vous en doutez, il a fallu prendre en compte ce voile et donc revoir la programmation de la future vie pour l'âme. Alors, ce processus de réincarnation, il existerait ailleurs que sur la Terre. Il n'y a pas que la Terre qui est concernée par ça. On fait ces classes aussi dans l'univers. Disons que les âmes reviennent sur Terre pour finir ce qu'elles ont commencé, leur expérience d'experte dans la matière, maîtriser le son de sagesse, d'ombre et lumière, c'est toujours pareil. Et j'entends finir le programme, d'avoir décortiqué toutes les leçons sous tous les angles possibles, et c'est toujours les grandes notions de sagesse, comme je vous disais, qui sont expérimentées, que ce soit de n'importe quel type d'incarnation, du point de vue de la personne corrompue, du point de vue de la personne neutre, du point de vue de la personne dite lumineuse, homme, femme, enfant, peu importe. Alors j'ai tout de même demandé pourquoi les âmes continuent-elles de s'incarner beaucoup sur Terre dans les mêmes conditions de vie depuis des milliers d'années, avec le voile, le système de hiérarchie de dingue qu'on a eu désalignés, l'histoire de l'humanité falsifiée. Eh bien j'ai entendu parce qu'elles terminent ce qu'elles ont commencé, c'est aussi simple que ça. Parce qu'elles savaient très bien qu'il y a toujours quelque chose à retenir en expérience, de créer de l'amour dans la matière, et c'est de réussir ce challenge malgré les difficultés. Et donc pour certaines âmes, ça a pris énormément de vie pour y arriver, pour ne serait-ce que manifester aussi un quart de leur essence divine sur Terre. Alors j'ai posé aussi une question qui m'avait été suggérée, c'était de savoir si des âmes humaines peuvent choisir de se réincarner dans le corps d'un animal. Si oui, dans quelles conditions ça se passe? Alors j'ai noté que ce serait pas prévu de faire ça. L'âme animale, c'est l'âme animale, l'âme humaine, c'est l'âme humaine. C'est deux choses différentes en fait, même si elles viennent toutes les deux de la source divine. L'âme animale deviendrait une âme humaine parce qu'il y a pu avoir une élévation de conscience pour s'incarner dans un corps humain, mais c'est pas prévu pour un être humain qui a fait une incarnation humaine d'aller ensuite dans un corps animal. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il y aurait une diminution de ses capacités du savoir acquis qui ne pourrait pas exprimer dans grand chose et aussi de sa créativité qui serait très limitée. Si on observe la vie d'un animal actuellement, ce dernier ne peut pas encore créer une voiture ou piloter un avion. Donc l'animal est présent pour être entre autres une aide à l'être humain, comme un guide, oui, et activer en nous notre potentiel d'amour pour évoluer simplement. Alors j'ai entendu tout de même qu'il y a eu des exceptions d'âmes humaines incarnées dans un corps animal, mais c'était dans d'autres temps, parce qu'il fallait apporter une aide précise à l'humanité. C'était des interventions spécifiques d'âmes humaines dans des corps d'animaux, dans des temps anciens, où c'était pas la même fréquence énergétique qu'aujourd'hui, c'était plus en vibration, et de plus les fusions étaient beaucoup plus simples et le niveau de conscience était beaucoup plus fluide et élevé entre le monde animal et humain. Mais sinon non, je dirais que l'âme humaine n'a pas d'intérêt à venir dans un corps animal, parce que l'idée c'est qu'elle divinise son propre corps humain vers un corps de lumière.
Ok, super, merci infiniment pour tous ces éclairages reçus. Et bien voilà, chère lumière, nous sommes arrivés à la fin de cette grande enquête en 2 parties. Et oui, il y avait beaucoup à dire. J'ai essayé de suivre un fil conducteur pour ne pas que ça parte dans tous les sens, car vous comprenez que je pose beaucoup de questions et j'ai gardé un cap pour ne pas me disperser. J'espère de nouveau que ce sujet d'enquête vous a apporté des lumières intérieures dont vous aviez besoin pour mieux comprendre, vous positionner sur ce que vous vivez actuellement. Moi, en tout cas, il y a des réponses que j'ai découvertes, je m'attendais pas à ça, mais voilà, c'est pareil, moi je continue mon chemin comme vous. L'idée, c'était le but recherché pour ces enquêtes, comme toujours. En tout cas, on se rend compte que c'est quand même très complexe l'entre-deux-vie, c'est comme un réseau de petites lumières, avec chacune un objectif précis et tout est relié, tout doit fonctionner ensemble, que ce soit par rapport à votre vie individuelle et pour le collectif inclus. C'est vraiment comme une énorme production de film au final, avec tous les acteurs, les producteurs, les techniciens à leur poste. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans ce lever de rideau actuellement et on est en train de retrouver la mémoire de notre essence divine et comment vivre une vie en conscience. Et ça, c'est plus que bienvenu et on aime, hein, n'est-ce pas? Merci à vous, chère lumière, d'avoir été présents ensemble pour vivre cette aventure mystérieuse de nouveau. N'hésitez pas, si vous souhaitez, liker, partager la vidéo, vous abonner si vous souhaitez, écrire en commentaire sous la vidéo vos ressentis, vos partages à ce sujet. J'en serais ravie comme d'habitude. Merci à toutes les personnes abonnées et celles qui ont rejoint la chaîne dernièrement. C'est génial. Je vous laisse le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une connexion d'âme ensemble. Et je remercie toutes les personnes que j'ai eu rendez-vous et avec lesquelles j'ai pu les aider à y voir un petit peu plus clair dans leur cheminement intérieur. Merci à vous tous. Si vous souhaitez que je crée votre signature vibratoire de l'âme en illustration code de lumière pour vous apporter de belles vibrations intérieures et favoriser votre connexion à votre âme divine, c'est possible. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Si vous souhaitez également que je crée votre mandala vibratoire pour le couple afin de vous aider à renforcer vos énergies du cœur, j'en serai enchantée aussi. Je voulais vous partager aussi que je vais très bientôt vous proposer des toiles vibratoires sur des sujets libres lumineux, soit en mandala encodé pour harmoniser votre être et vos lieux de vie, ou sur l'énergie du cosmos, l'arbre de vie, les stellaires, enfin c'est vaste en inspiration et je vous préviendrai quand ce sera disponible sur mon site internet pour une future commande possible. Je vais également proposer de réaliser votre mandala vibratoire personnalisé en illustration numérique et aussi en toile peinture, donc pareil, bientôt sur mon site lesvoyagesdeverity.com. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, déjà j'en serais ravie, vous trouverez un lien sous la vidéo pour faire un petit don par PayPal, ou bien vous pouvez m'écrire aussi sur mon mail contact@lesvoyagesdeverity.com si vous n'avez pas PayPal. Gratitude aux lumières qui m'ont envoyé un don depuis. Merci à vous tous pour votre accompagnement, vos super commentaires lumineux, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'ai pu lire vos magnifiques commentaires sous la dernière vidéo que j'ai mise qui était sur cette chanson de lumière Om Shanti. Et c'est génial car j'ai eu l'envie d'écrire de nouvelles fréquences en mots et ce chant est comme un chant d'ouverture de conscience pour vibrer dans le cœur et un appel à la connexion pléiadienne aussi. Donc merci infiniment pour vos partages. Je vais en créer d'autres dans la playlist dédiée aux chansons de beauté et de lumière. Chère lumière, je vous embrasse et vous dis à très bientôt tous ensemble pour partir de nouveau dans une nouvelle aventure mystérieuse. Salutations du cœur à tous!